Hey, j'ai beaucoup réfléchi à savoir si je devais poster cette vidéo ou pas. Je vous explique pourquoi. C'est un replay d'un mastermind, donc mon propre mastermind. Et normalement, les replays restent confidentiels. On m'a beaucoup demandé en fait ce replay de créative. Et donc, j'ai décidé de le poster gratuitement sur YouTube. Donc, vous verrez, c'est une full masterclass qui sera séparée en deux vidéos. Où c'est que vous aurez tout pour comprendre et masteriser le domaine des créatifs pour faire beaucoup d'argent avec Meta et TikTok. Donc, enjoy. Bon, alors je vais faire ma présentation aujourd'hui. Donc le premier truc déjà que je tiens à dire, c'est une présentation non prévue. De base, même dans les masterminds que j'organise, j'aime toujours apprendre. Je le fais aussi pour moi. Les masterminds, je fais pour moi. Je fais intervenir que des gens qui m'inspirent, des gens qui sont loin pour apprendre. Donc quand je fais une intervention, j'apprends moins. Donc de base, j'étais pas chaud, mais plusieurs d'entre vous avaient demandé, plusieurs avaient demandé. Je vais faire une intervention sur les créatives. Je vais montrer des trucs qui ont peu été montrés. Ça sort un peu des codes que ce que les autres disent, que ce que les autres font, mais par contre, ça marche terriblement pour nous. Donc, je vais vous partager tout sans filtre. Ce qu'il faut savoir, c'est un domaine ultra géant. Les créatives, il y a plein de, il y a trop de choses à parler. Rien que j'aurais pu faire une présentation que sur les hooks, mais là, j'essaie de condenser, de vous donner un maximum. Non pas pour vous en mettre plein les yeux, pour vous montrer, ok, moi je sais faire ci, je sais faire ça, mais plutôt pour vous apprendre le mécanisme de comment je réfléchis derrière. Qu'est-ce qui fait que ça marche, non pas pour un produit, mais pour n'importe quoi. Comment créer, comment gagner avec les créatifs, comment gagner toujours de l'argent avec les créatifs. Et c'est ça que je vais vous montrer. Juste déjà pour savoir, sonder un petit peu, ici, qui c'est qui a un bon process de créatif, qui pense avoir un bon process de créatif dans la salle. Ok. Et qui c'est ici qui a un créatif stratégiste dans son équipe ou dans sa team. Ok. Et du coup, qui c'est qui n'a pas levé la main? Tout le reste, ok, comme ça c'est fait. Et ici, est-ce que vous savez ce que c'est il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est un créatif stratégiste? Ouais, c'est celui qui fait la vision et la stratégie au niveau des créatifs. Et du coup, vous faites le rôle de ceux qui sont. Qui c'est qui fait le rôle de créatif stratégiste? C'est-à-dire qui c'est qui gère les monteurs? Qui c'est qui gère la vision sur les créatifs? C'est vous-même alors? Ok. Juste un peu pour savoir, pour adapter après en fonction de ce qu'on va voir. Donc là, j'ai mis, en gros, pour moi, la chance, ça peut arriver, mais avec les créatives, on la provoque. Donc on fait en sorte que la chance n'existe pas, et c'est ce qui permet d'avoir des résultats stables. Je pense que tous ceux qui ont fait du Facebook ou ont fait du TikTok Ads, ils ont un jour rencontré une créative winneuse. C'est-à-dire une créative qui leur a apporté beaucoup d'argent. Je pense que ça vous est tous arrivé. Mais peu de personnes ensuite arrivent à reproduire. C'est-à-dire arrivent à tenir. Genre, pour eux, c'est un produit winner, parce qu'en fait, ils ont une créa winneuse au bon moment donné, mais ils n'ont pas réussi à faire continuer le truc. Et ça, c'est la vieille mentalité, c'est d'avoir un produit gagnant, parce qu'en fait, tu avais une créa qui était au bon moment avec le bon message, et ça a marché, puis après, ils ne savent pas continuer. En fait, c'est simplement un problème de créative. Et les créatives, quand vous faites du pay ads, c'est-à-dire sur Facebook, sur TikTok, sur Snap, Pinterest, c'est le 80%. Votre focus devrait être mis sur le 80% sur votre 80% du focus devrait être mis sur les créas. C'est le plus gros levier qui peut vous rapporter le plus dans votre business. Je tiens aussi à dire que cette présentation, je l'ai terminée hier. Je n'ai pas encore revu. Il y a peut-être des fautes d'orthographe, donc la valeur sera là, mais ne jugez pas sur les fautes. Là, je ne sais pas si on voit bien, mais actuellement, nous, chaque semaine, on sort un tas de nouvelles ads winneuses. Winneuses, on va dire à potentiel winneuses. Donc, ça veut dire des ads pour nous qui commencent à bien spender et qui ont des bonnes métriques, des très très bonnes métriques pour démarrer. Donc ça c'est juste un exemple de, par exemple, le mois d'août. C'est qu'on a fait un très bon mois d'août. Et un très bon mois d'août, si vous faites un très bon mois, ça doit venir forcément. Vos résultats au mois d'août proviennent de vos nouvelles creative winneuses ou creative winneuses du passé. Donc là, on a fait un très bon mois d'août parce qu'on avait des nouvelles creative winneuses chaque semaine. Et dans ces creatives-là, il y avait des bangers qui ont pu être scalés très fortement. Donc ça, puis encore la suite, c'est juste nos creative winneuses au mois d'août.
donc sur différents marchés. Et là, on a le nom de l'ADS ici. On a le post ID, on a le spend. Donc là, c'est sur des tests. Donc vous voyez que le spend, il n'est pas énorme. Là, on a 500 de spend, 23 ventes déjà. Et puis en fait, ces ads-là sont considérés comme potentiellement winners. Et après seulement, on les scale. Donc ça, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est d'avoir chaque semaine des nouvelles creative winners quand vous voulez maintenir un bon spend et de bonnes perfs en fait. Et là, on avait encore la suite. Donc ça, c'était juste sur une semaine du mois d'août. Et les ads que vous voyez juste avec des numéros, ça, c'est des ads statiques. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal d'ads statiques qui marchent avec de très bons ROS. Et un coût par achat bas. Donc idéalement, ça j'en parlerai après, mais c'est toujours varier vos formats de créatifs. Ne faites pas que des images, ne faites pas que des vidéos, ne faites pas que des carousels. Il faut varier parce que vous toucherez différentes audiences. Et donc ça c'est vraiment, si vous voulez réussir, c'est ce que vous devez faire. Donc vous devez appliquer des actions massives. Donc vous devez faire plus que vos concurrents, parce que plus vous aurez d'ads winners actifs, winners, plus vos résultats sont bons en fait. Et vous n'avez qu'à simplement regarder les grosses marques dans votre industrie. Alors, on regarde par exemple True Classic, 444 ads actives. Et là, j'ai juste mis leur page principale, mais ils ont encore d'autres pages. Shapermind, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est toutes des marques qui font 200 millions l'année. Hein. 1000 ads actives. Donc ça, c'est le point commun de toutes les ads. Donc vous, si vous n'avez pas peu d'ads actives actuellement, vous avez certainement un problème à régler au niveau des créatifs, si vous voulez vous rapprocher de ces grosses marques. Justement, vous, actuellement, combien de créatives vous testez chaque semaine? Ça va déjà vous donner une indication si vous avez un problème de quantité, parce que sur le marché francophone, beaucoup ont un problème de quantité. C'est le premier truc en fait, c'est-à-dire beaucoup font 0 à 100K et ne testent jamais 5 batchs de créatives. 5 batchs de créatives, ça veut dire 5 fois 3 à 5 créatives. Donc ça fait facile 25 ads par semaine. Ça serait le minimum pour espérer pouvoir scaler et puis maintenir une bonne profitabilité. Ça, c'est une fourchette de créatives à tester par semaine. Donc j'ai appris plusieurs types de fourchettes, notamment avec Iron. Tu as vu aussi, ils ont un type de fourchette. Ça se ressemble. Après, c'est vraiment pas des chiffres statiques. C'est-à-dire qu'il faut adapter par rapport à votre brand. C'est une bonne target pour vous dire, OK, selon le volume que je fais, combien de batchs doivent être lancés. Mais après, ce n'est pas des chiffres absolus. Si vous êtes à 200 000 € et puis vous lancez 20 batchs et puis ça marche bien, tant mieux. Idéalement, mieux vaut mettre des actions massives qu'en faire pas assez. Et pareil, si vous êtes à 0 et puis vous testez... si vous êtes à 200 000 puis vous testez 10 puis c'est bien, ok, pas besoin d'aller plus si ça marche et puis si vous augmentez le budget puis ça réduit votre rentabilité. Ce qu'il faut faire attention, c'est que ça c'est un volume. Mais on va le voir par la suite, vous pouvez avoir aussi un problème de qualité. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de tester 50 batchs par semaine si vous n'avez aucun résultat. C'est-à-dire qu'il faut solutionner un truc qui peut être en dehors des créatifs. C'est peut-être au niveau du marketing, c'est peut-être au niveau de votre funnel. Donc ça, il faut bien prendre en compte. Ok, ça, je ne sais pas si ça... Ouais, j'ai mis des fois des exemples dates. Je sais pas, on n'entendra pas avec le son. Donc au sommaire de cette présentation, on va voir la stratégie qui nous a permis de créer plusieurs Condors. Donc les Condors, c'est des ads qui ont généré plus de 500K. Donc on en a fait plusieurs en 2023, plusieurs en 2024. On va voir comment produire des publicités gagnantes à faible coût chaque semaine. Parce que nous, contrairement à des agences ou contrairement à des marques, à de grandes marques, on a mis en place un process qui coûte peu cher et qui permet d'obtenir des ads très rapidement, avec un moindre prix. C'est-à-dire on va pas mettre notre 80% du focus sur des gros shootings avec des acteurs, engager beaucoup de coûts, parce que ça c'est... Quand on scale après, c'est le nerf de la guerre. Les coûts augmentent de production au niveau des créatifs et du coup, ça réduit aussi la marge. Donc nous, on optimise ça vraiment le 20 du 80 avec des ads qui sont faciles à mettre en place et qui coûtent peu cher. Je vais aussi vous montrer pourquoi vous laissez
énormément d'argent sur la table en manquant de cibler des audiences. Parce que comme il l'a dit Marine, les créas, ça permet de targeter des audiences. C'est-à-dire si vous ne mettez pas des types de messages sur vos créas, vous manquez de toucher des audiences. Je vous dirai aussi, je vous dévoilerai plutôt les codes qui permettent de générer des creative winners. Donc comment ça se passe au niveau psychologique derrière. Et puis à la fin, je vous donnerai quelques golden nuggets et choses à appliquer directement. Et là, j'ai mis aussi un screen ici. Donc ça, on voit une ad. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vous enverrai les slides qui nous a permis de générer 800K. Donc avec une ad sur Facebook. Une seule ad, c'est ses variations. Parce qu'en gros, pour moi, une ad, je vous explique après, c'est-à-dire que vous avez une ad, il y a aussi ses variations derrière. Vous faites une V1, V2 ou différents types d'ads. Mais au fond, c'est la même ad. Il y a un truc qu'il faut direct que je le dise, c'est que la faute, ça sera toujours votre faute. Peu importe ce qui se passe, il faut avoir cette mentalité de c'est votre faute, c'est pas Meta qui a des hauts CPM, c'est pas Meta qui bousille, vous devez vous adapter à Meta en fait. Et Meta, lui, ce qu'il veut, Facebook, ce qu'il veut, c'est des creative winners, c'est apporter une bonne expérience à leurs utilisateurs. Donc vous devez comprendre dans cette logique ça. C'est pas vous contre Meta, c'est comment être ensemble. Et lui, vous devez vous mettre à sa place, il veut que vous offrez une bonne expérience, que ses clients regardent vos vidéos, qu'ils interagissent, qu'il y ait des ventes. En fait, il veut des green indicateurs en fait, pour mettre en avant votre pub à pas cher. Donc si vous avez des résultats instables ou si vous n'arrivez pas à scaler, si vous avez vos performances qui chutent dès que vous mettez du budget, ça veut dire que vous avez un problème de marketing. C'est-à-dire tout simplement, vous avez un problème de marketing et pour beaucoup, c'est plutôt un problème de créative. Parce que c'est la première porte d'entrée. C'est-à-dire que vous n'avez pas le bon message par rapport au stage de conscience de votre prospect, on va en parler après, ou sophistication de marché. Pour être plus bref, vous pouvez avoir un bon message, c'est-à-dire acheter cette bouteille d'eau, mais vous êtes à une période où c'est n'importe qui peut acheter de l'eau en magasin. Donc votre message ne serait pas autant pertinent que dire acheter cette bouteille d'eau alors que vous vendez un peuple qui est dans le désert et qui n'a pas d'eau, par exemple. Donc en fait, il faut prendre en compte bien plus que juste un élément marketing, mais c'est tout l'écosystème qu'on va voir ensuite après. Et souvent, vos créatifs ne sont pas assez solides pour du gros scaling. C'est-à-dire que vous faites du travail qui est bien parce que vous copiez un peu la concurrence, mais il y a des codes marketing que vous ne comprenez pas et qui ne vous permettent pas de passer la barrière du gros volume, qui ne vous permettent pas de faire 500K avec votre créa. Parce qu'il y a des petites erreurs qui font que sur du gros volume, vous n'allez pas pouvoir performer. Mais le plus gros problème, c'est que vous n'avez pas le bon message par rapport à votre audience. Vous n'arrivez pas à raisonner assez avec votre audience. C'est-à-dire que vous ne la connaissez pas assez. Il n'y a pas assez de recherche marketing qui a été fait. Donc au final, les créas, c'est juste un outil marketing. Si vous n'avez pas de bons résultats, ça veut dire que il vous manque quelque chose au niveau marketing. Et aussi un gros problème, des fois, c'est que vous testez tout simplement pas assez de nouvelles créatives. Vous avez un problème de volume. Juste le fait de tester plus, même si la qualité est un peu moins bonne, sur le volume, vous aurez des ads winners sur le tas. Et le dernier point, c'est que vous n'avez pas un vrai process. Si c'est ce qui rapporte le plus sur Meta, sur TikTok, il faut mettre le plus de focus dessus. C'est pour ça que je me suis passionné un peu par les créatifs, parce que c'est vraiment ce qui m'a permis d'avoir des résultats comme ça assez rapidement. Du coup, j'ai mis tout mon focus dessus, puis je me suis passionné là-dessus parce que c'est ce qui rapporte le plus, donc autant avoir un vrai process et optimiser. Le but, c'est justement d'avoir chaque semaine des nouvelles creative winners. Je devais parler brièvement de comment les créatives ont évolué à travers le temps, parce que c'est important quand même de comprendre comment le coût par acquisition a changé, comment la mentalité a changé, parce que nous, on doit s'adapter. Nous, on ne doit pas juste appliquer un process, on doit s'adapter, parce que là, peut-être, je vous parle d'un process, mais il va falloir être flexible et peut-être qu'en 2025, ça va changer. Les publicités, ils ont commencé en 1922, donc c'était des publicités par radio. Donc là, ça coûtait 50 $ pour 10 minutes. Et je n'ai pas pu avoir des chiffres sur les CPM, mais c'était énorme parce que vous touchez énormément de personnes avec 50 $. Donc là, vite, les gens ont commencé à faire de la pub, c'était ultra rentable. Et vite, on commençait à s'améliorer au niveau du marketing. C'est-à-dire, le focus était sur l'unique proposition de valeur. Parce que vous ne pouvez que convaincre vos clients par voix. Donc il fallait être quand même bon en marketing. Donc il y avait quand même une concurrence qui s'est installée, puis du coup les gens se sont améliorés en marketing sur la proposition de valeur.
Ensuite, il y a eu la publicité en télévisuel. Donc là, c'était en 1941. Ça a commencé à complexifier les créatifs, enfin améliorer la puissance des créatifs parce qu'on pouvait générer une émotion plus facilement. En fait, qu'avec le son, c'est un peu plus compliqué que quand on a le son et le visuel. Du coup, ça a permis de faire naître des marques, de faire naître plus d'émotions dans les messages publicitaires. Et ça a commencé à coûter un peu plus cher. Parce que plus ça marche, plus il y aura des acteurs, plus ça va venir coûter cher. Et voilà. Et ensuite, la première publicité en ligne, en 1994, donc c'était bien longtemps après. Ça, si je dis pas de bêtises, c'est une des premières publicités. Donc tu peux faire des messages comme ça, bateau. Et c'était tellement rentable parce qu'en fait, il y avait 44% de CTR. Donc ça, c'est une stat qui est prouvée, je l'ai vérifié à de nombreuses reprises. À l'époque, il y avait 44% de CTR, ce qui est énorme. Ça veut dire que ça, par rapport à maintenant qu'on est entre 0,2 et 2% sur toutes les plateformes, avant on faisait 44%. Donc peu importe votre publicité, si elle n'était pas ultra pertinente, sur la masse, vous vous convertissiez de fou furieux. Ensuite, il y a eu les réseaux sociaux. Donc là, MySpace, Facebook. Et là, les utilisateurs, ils cherchaient à appartenir à un groupe. Donc là, les publicités ont commencé à rentrer sur des formats aussi très basiques. Et ça marchait bien parce qu'on était sur un espace où c'est que les publicités convertissaient bien parce qu'on n'avait pas encore l'habitude. Donc ça, c'était la belle époque. Enfin, pas la belle époque. La belle époque est arrivée après, quand vraiment les premières publicités performantes avec des images, avec des vidéos sont arrivées. Le début du dropshipping en 2016, jusqu'à 2018, là vous mettiez des images basiques sur Facebook, vous étiez ultra rentable. Après il y a eu Instagram justement qui arrive à peu près à la même période, où c'est que le visuel, il y a eu plus de personnes qui ont commencé à utiliser le visuel, à utiliser des images, des vidéos, donc ça s'est sophistiqué. Donc les gens ont appris à comment tourner les choses différemment, à comment être plus joli, à comment faire de plus belles vidéos. En même temps, il y a eu les influenceurs qui sont arrivés, donc c'est qu'il fallait aussi être authentique et connecté avec une audience. Tout ça pour amener à ce qu'on arrive sur l'ère TikTok, qui est une des dernières ères où c'est qu'on est passé, c'est qu'on a normalisé les contenus courts, les contenus qui génèrent beaucoup de dopamine, les contenus qui sont bien au niveau du son, au niveau de l'audio. Donc on a sur un professionnalisme de publicité qui est très élevé par rapport à tout ce qu'on a vu par le passé. Les gens maintenant sont habitués à être ultra engagés ou next. Donc il faut être ultra bon, surtout dans les premières secondes. C'est-à-dire que si vous restez à l'ancienne et vous avez des très bons messages marketing, une très bonne vidéo mais un mauvais hook, vous n'allez pas faire d'argent. Donc ça a popularisé les UGC rapides et divertissants. Et là, on était sur une ère qui se termine maintenant. Parce que maintenant, selon moi, après, certains prennent pour un fou quand je dis ça, mais on arrive sur la fin des UGC. C'est-à-dire les UGC marchent de moins en moins bien parce que les gens ont compris, parce que tout a une période, et puis là on arrive sur la période où c'est que ça décline. Et surtout, c'est que maintenant, grâce à l'IA et grâce en fait, à la sophistication du marché de la publicité, on arrive à mieux comprendre les prospects et à créer du contenu beaucoup plus professionnel. C'est-à-dire on sait qu'il faut capter l'attention, du coup on a des hooks de malade, on met du motion rate, on met du 3D design, on sait comment tenir l'attention, du coup en fait le niveau de professionnalisme devient énorme. Ce qui fait que c'est beaucoup plus dur à faire de bonnes publicités parce que vous êtes en compétition avec d'autres qui font des très très bonnes publicités. Et on arrive dans une ère où c'est que le niveau d'attention s'est réduit. C'est-à-dire qu'il faut être ultra professionnel, il faut être ultra bon dans les hooks, ultra bon pour tenir l'attention et avoir une ads qui convertit day one parce que sinon ça va être difficile d'être rentable. Donc là, comme je l'ai dit, c'est la fin des UGC. Même si les UGC paraissent authentiques, il faut plus au niveau marketing, il faut plus au niveau psychologique maintenant pour convertir. Il y a une étude de Meta qui est en ligne d'ailleurs, on pourrait regarder. Ils ont montré que les publicités UGC ont diminué de 25% en termes de ROI par rapport à 2021. Et là, on est sur une tendance baissière. Donc,
un conseil que je peux vraiment vous donner, c'est ne capitalisez pas que sur du UGC. Je sais que beaucoup de brands qui marchaient par le passé, maintenant ils ont continué à faire que des UGC, il faut vraiment varier les formats. Surtout qu'il y a des formats qui coûtent moins cher, comme par exemple mettre des voix off avec l'IA qui marche très très bien, mais des fois mieux que les UGC, que de simples UGC. Je vais voir si j'arrive à mettre. Voilà, par exemple, là on a un hook. Donc là, on voit juste le professionnalisme du hook pour tenir l'attention. Donc c'est sur ça qu'il faut se tourner maintenant. C'est sur mettre des animations, du motion design, des techniques qui sont prouvées pour psychologiquement garder l'attention. Donc maintenant, comment scaler grâce à une bonne créative? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je l'ai expliqué avant, les créatives, ça permet de targeter des audiences. C'est le premier truc à savoir. Parce que vous pouvez avoir une créative, avoir plusieurs messages avec cette créative, et vous allez pouvoir toucher plein d'audiences. Puis dans ces audiences-là, vous allez avoir des pépites qui sont ultra scalables. Donc ça, c'est le premier truc déjà à comprendre, c'est que avec une créative, vous targetez des audiences. Donc pensez bien à l'angle de votre créative, pensez bien au message de votre créative, parce que l'audience ne sera pas la même. Et par exemple, si vous avez une créative d'un produit simple, qui est par exemple comme un t-shirt, et que vous mettez en avant l'offre, ça peut cartonner. C'est-à-dire ça peut cartonner parce que beaucoup de personnes achèteraient un produit simple si l'offre est bonne. Et après, si vous testez par exemple sur le confort, je mettrai après un exemple avec un t-shirt, et ben vous allez pouvoir toucher plein de personnes qui sont prêtes à acheter pour le confort. Donc des fois sur le confort, vous aurez une audience ici qui est cette taille-là, et peut-être que vous, c'est sur ça que vous avez commencé, vous faites que le confort, et vous arrivez à scaler 200K par mois, et puis en fait, quand vous êtes sur l'offre, vous êtes sur peut-être un plus gros. Et peut-être que vous n'avez pas trouvé, mais ici, vous avez un angle qui est sur comment mettre en avant ses muscles et que c'est un gros problème chez les personnes où c'est une grosse demande. Et du coup, là, l'angle est très, très scalable. Donc, c'est pour ça qu'il faut toucher différents types d'audience avec vos créatives. Donc, il faut tester pas mal de créatives avec différents messages. On va voir comment pour trouver des poches d'audience très scalables. Donc, ça, c'est vraiment le point le plus important. Parce que vous avez beau bien faire des créatives, si vous n'avez pas le bon message, ça sera peu scalable. Et ce qu'on veut, en tout cas dans notre stratégie à nous, c'est le direct response, c'est-à-dire on veut générer un achat au day one. On veut que le client ne nous connaisse pas, on lui captive son attention et on le convertit en acheteur le day one. Bien sûr, ça ne se fait pas toujours en day one, après il y a d'autres stratégies, mais c'est dans l'optique. Donc en gros, il faut avoir le bon message à la bonne audience et dans une poche d'audience scalable, et c'est ça qui pourra faire un gros scaling. Donc j'y reviens, mais le marketing, comprendre votre acheteur, comprendre ce qu'il veut, comprendre ses désirs, comprendre ses objections, c'est ce qui vous permettra de scaler. Et ça, c'est l'énorme différence entre les dropshippers qui ont des résultats instables et ceux qui arrivent à faire d'énormes résultats. Certains ont la chance de copier un concurrent qui avait déjà fait un bon funnel marketing, puis du coup ça marche pour lui, mais après il n'arrive pas à itérer avec d'autres produits. Et ceux qui savent vraiment, ils savent comment analyser. Je donnerai à la fin en bonus un lien pour comment faire une analyse marketing, mais en gros, c'est pas si compliqué. Il suffit juste de regarder les commentaires de vos clients, de sonder vos clients, de regarder les commentaires sur les pubs Facebook, de regarder les commentaires Amazon, de regarder les forums, de regarder ce que vos clients veulent. En fait, c'est quoi leur désir, c'est quoi ce qui est le plus important pour eux, c'est quoi leur objection par rapport au produit, et juste jouer sur ça. C'est-à-dire leur montrer leurs désirs, montrer comment ils peuvent obtenir leurs désirs, réduire l'anxiété, c'est-à-dire réduire les objections qu'ils pourraient avoir. Et maintenant, en plus, on a ChatGPT qui est ultra sophistiqué. C'est que vous donnez toute la data et vous pouvez lui demander, OK, sors-moi les top angles, sors-moi les objections, crée-moi des briefs, et il va vous donner des idées. Mais c'est toujours important d'avoir ces connaissances manuelles derrière pour voir ce que ChatGPT vous dit, parce qu'il ne pourra pas vous pondre des trucs directement ultra pro. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas encore j'ai pas encore acquis les bons prompts pour avoir des trucs ultra prêts directement. Donc c'est pour ça que sur deux vidéos similaires, pour avoir votre meilleure creative winneuse, enfin une très bonne ads et une autre ads, vous avez juste le hook qui change, et vous pouvez avoir un résultat totalement différent. Donc c'est pour ça que c'est important de tester, surtout dans les hooks, différents messages, différents angles, parce que c'est ça qui va venir emmener le prospect sur l'ads et trouver des acheteurs. Donc comme j'ai dit avant, le but c'est pas juste de créer une ads parfaite,
mais il faut avoir vraiment le bon message dans l'audience la plus scalable. C'est-à-dire ça, faut le trouver en amont. Là, j'ai mis 2 exemples. Donc, c'est une vraie pub, celle-ci, qui a cartonné. Pas pour nous, hein, pour un concurrent. Et ça, c'est une autre qui a pas marché. Pourquoi? Parce que, en fait, on a un angle qui est très scalable par rapport à ce que la masse veut, et on a un autre angle qui ne marche pas. Mais la pub peut être similaire. Là, ça, c'est ce que font l'erreur de beaucoup de personnes. Ok, on a des blades de rasoir. Comment on dit en français, des lames de rasoir. Et là, l'angle, il est le meilleur lame de rasoir. Et puis en fait, elle ne résonne pas avec l'audience, parce que l'angle est bien, le marketing est bien, la copie est bien, mais l'audience derrière, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un produit pas cher. C'est-à-dire là, on dit un 8 packs de rasoir, ça coûte normalement 40, et eux, ils le vendent pour 5. Donc en fait, l'offre, elle est tellement incroyable que même un produit basique pourrait être vendu. Donc ça, on en revient au marketing, c'est-à-dire il faut avoir le bon message à la bonne audience. Donc des fois, nous, on va aller trop compliqué, on va avoir un marketing trop poussé, on veut vendre n'importe quoi parce qu'on a vu qu'on peut vendre un stylo dans le Loup de Wall Street à n'importe qui. Mais en fait, des fois, il faut juste se simplifier la vie et comprendre c'est quoi que veut vraiment l'audience. C'est quoi les angles qui pourraient être vraiment scalables. Souvent, quand un produit est déjà... Ouais, exactement. Souvent, l'angle de prix est un truc... Et en fait, on a l'appât du gain. L'être humain a l'appât du gain, c'est-à-dire qu'il voudra toujours faire une bonne affaire. Donc, l'angle de prix est un angle qui marche souvent pour beaucoup de produits qui sont déjà à un stage 2 de connaissance. C'est-à-dire, je vous montrerai après, quand un produit est déjà connu du marché, souvent, il y aura cet angle de prix qui va venir s'ajouter sur tous les gens qui connaissent déjà le produit, parce qu'ils vont essayer de choper la meilleure offre. Donc ça, c'est un angle qui est souvent très scalable, où c'est qu'on a beaucoup de résultats, mais après, sur le long terme, ça peut être aussi néfaste. Et ça, j'en ai payé les frais sur capitaliser que sur cet angle-là. Mais si vous voulez faire beaucoup d'argent sans forcément faire de marque, vous mettez sur tous des produits qui sont dans un stage de marché assez avancé et vous capitalisez sur la meilleure offre. Vous allez toucher toutes les parts de marché qui connaissent ce produit et qui veulent juste la meilleure offre. Mais après, au niveau de la scalabilité, tout dépend des produits et il y aura ses limites. Et on en vient justement aux différents stages de niveau de conscience du marché. Ce qu'il faut savoir, donc ça c'est la base du marketing, c'est que tout en bas ici, on a, je vous expliquerai après plus en profondeur, mais on a les gens qui sont aware de votre produit, ils veulent juste la meilleure offre. Je développerai un peu plus, mais je vous fais un rapide résumé. Ensuite, on a ceux qui sont aware des produits, mais ils ne savent pas encore sa meilleure solution, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas décidés à acheter. Ici, ça c'est ce que sur la plupart des dropshippers se concentrent. C'est-à-dire ils vendent des ads au bon moment à une audience qui veut acheter. Là, vous allez avoir de très bons ROS, de très bons scaling, mais ça aura ses limites. Parce qu'en fait, la taille du marché sera très petite. C'est pour ça que là, la notion du timing est très importante. Ensuite, après, on aura solution aware. Ils connaissent les solutions, mais ils ne savent pas encore lequel produit pourra les aider. Après, on a problem aware, c'est qu'ils sont conscients de leurs problèmes, mais ils ne savent pas encore quelle solution pourra les aider. Ils ne savent pas encore les produits. Ils savent presque rien. Puis après, il y a unaware, c'est-à-dire le problème, il ne sait même pas qu'il a un problème. Il a des symptômes, mais il ne sait pas ce que c'est. Et du coup, là, il y a tout un travail marketing à faire. Et c'est pour ça que les dropshippers se concentrent sur ça, parce qu'il ne suffit pas de connaissances en marketing, il suffit juste d'avoir le bon produit winner, on va dire, au bon moment. Mais de là à là, ça va être beaucoup plus simple à difficile de scaler, mais la taille du marché sera beaucoup plus grande. C'est-à-dire quand vous maîtrisez le copywriting, quand vous maîtrisez le marketing, vous pourrez faire des scalings énormes et ne plus jamais manquer d'argent parce que vous comprendrez en fait comment vendre en fait. Et un point aussi important, je ne vais pas aller plus en profondeur que ça, mais c'est sur la sophistication du marché. Comme je l'ai dit avant, votre produit, il passe dans différents stages, dans différentes phases de conscience du marché en général. C'est-à-dire un t-shirt, il est dans une phase
il est dans une phase où c'est qu'on est déjà en saturation maximum. On est en maximum, c'est-à-dire les gens connaissent ce que c'est un t-shirt, il n'y a plus besoin de les éduquer. Tu leur montres un t-shirt, ils vont dire que c'est un t-shirt. Ce qui fait que on ne va pas avoir le même marketing que si on arrive avec un nouveau type de vêtement qui est, je ne sais pas, un brassard pour épaules, c'est qu'il faut éduquer sur le marché. Et le marketing sera différent. C'est pour ça que quand je vous dis le message est important, parce que vous ne pourrez pas avoir le même message selon les différents niveaux de sophistication des personnes. Mais si vous arrivez là, vous arrivez dans un océan bleu qui n'est pas encore touché, c'est-à-dire que si vous êtes dans les premiers, vous pourrez placer comme un leader et du coup gagner énormément d'argent quand ensuite le marché passera dans les différentes phases. Parce que vous serez toujours considéré comme le numéro 1. Si vous restez à l'affût, si vous adoptez votre marketing, etc. Après, on a le niveau 2, c'est qu'il commence à comprendre comment ça marche. Après, on a le niveau avancé où c'est que il y a déjà des compétiteurs, ça commence à se batailler au niveau de qui a le meilleur produit, qui a la meilleure fonction. Après, on arrive au niveau saturé où c'est qu'il y a les prix, c'est que ça va venir s'ajouer sur les prix, ça va venir s'ajouer sur à nouveau les fonctions, il y aura plus de bénéfices, les gens vont commencer à en rajouter des tonnes. Puis après, on arrive sur un niveau 5 qui est ultra élevé où c'est que là, il n'y a plus besoin d'éduquer le marché, ils savent, ils connaissent déjà les offres. Et puis là, pour se différencier de là, il faut avoir vraiment il faut être bon marketing et avoir une très bonne différenciation. C'est-à-dire, pour avoir un très bon t-shirt, mais si vous dites que votre t-shirt il permet de jamais transpirer, ben là, ça pourrait être intéressant. Parce que vous avez en fait un autre mécanisme pour un produit très connu. Et ça, c'est ce que j'aime bien faire, c'est prendre des produits qui sont dans des stades ici et là, et puis de rajouter juste un mécanisme. C'est-à-dire, vous prenez un t-shirt basique et vous dites qu'il permet de ne pas transpirer. Et là, du coup, vous allez pouvoir scaler facilement, on va dire pas facilement, mais vous allez pouvoir avoir un gros scaling parce qu'il y aura une grosse audience qui connaît votre produit et vous allez juste instaurer un nouveau mécanisme. Et j'essaie aussi maintenant de me placer ici pour peut-être maintenant avoir pas des gros scaling, mais plus tard avoir des trucs énormes. Donc, pour faire un point sur les différents stages du prospect, donc le premier, comme je l'ai dit, ou le dernier, c'est le most aware. Donc lui, il connaît votre produit, il sait qu'il va l'acheter, mais il a juste besoin d'une dernière incitation. C'est pour ça qu'une ads, même la plus, on va pas dire minable, parce qu'elle vous coûtera quand même cher, pourra être très rentable si vous arrivez au bon moment. Donc là, pour gagner, c'est le timing. C'est-à-dire, il faut juste arriver au bon moment. Et ça, il y a des experts là-dedans, c'est des dropshippers. Ils voient un produit qui marche, ils arrivent au bon moment avec les ads copiés parce les concurrents et ça marche pour eux pendant un certain temps donné. Après, il y a aussi l'offre. C'est-à-dire que ça arrive au bon moment avec une meilleure offre, vous allez manger tout le monde. Et c'est pour ça que ça se détériore assez vite parce que souvent, ils arrivent, il y a beaucoup de personnes au même moment, beaucoup de personnes avec des meilleures offres et ça tue le produit en fait. Enfin, ça tue cette audience. Enfin, ça épuise vite cette audience. Ensuite, on a le product aware. Donc, eux, ils sont sûrs du produit qui convient à leurs problèmes. C'est-à-dire, ils savent qu'ils veulent un t-shirt justement pour arrêter de transpirer. Mais ils recherchent la meilleure marque. Donc, eux, ils vont être un peu plus durs à convertir parce qu'ils vont regarder ce qui se fait, ils vont commencer à aller chercher, ils vont s'informer. Donc eux, pour les convaincre, il faut avoir il faut avoir une unique mécanisation de la solution. C'est-à-dire, il va falloir montrer comment vos t-shirts fonctionnent, expliquer de manière logique comment ça fonctionne. Donc, par exemple, pour un t-shirt, j'ai pris cet exemple-là bête aujourd'hui parce que c'est ce que vous avez tous sur vous. Il va mécaniser comment ça marche. Il va expliquer, ok, ça ne transpire pas parce qu'il y a une nouvelle technologie de microparticules insérées ici qui fait que ça vous empêche de respirer. C'est exactement comme ça qu'on utilise les déodorants ou peu importe. Donc là, si vous voulez toucher cette audience-là, il faut déjà avoir un niveau marketing un peu plus élevé. Et il faut aussi délivrer le message dans le bon ordre. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus on va monter d'étage, plus il va falloir avoir des arguments ici, mais continuer avec les autres. Parce que sinon, au bout d'un moment, ça va pas marcher. Ça doit être un funnel fluide. Donc là, comme les gens connaissent déjà vos types de produits, ils connaissent déjà les t-shirts,
il faut déjà discréditer les autres avant le reste. Sinon, ça va être très difficile d'avoir un gros scaling. Parce que la plupart des gens, ils connaîtront déjà les autres marques. Donc, si vous voulez vous placer dans ce stage de prospect, il va falloir, avant tout le reste, déjà discréditer les autres. Discréditer, idéalement, pas d'une manière négative, mais plutôt comparer. C'est-à-dire, OK, pourquoi les autres t-shirts, la différence entre nous et eux, ou une comparaison des autres t-shirts, comment ils fonctionnent, et leur montrer que ce n'est pas la meilleure solution pour ce qu'ils veulent eux maintenant. Mais c'est pour ça qu'à nouveau, tout va être important. Ça va être très important de faire votre analyse marketing, parce que si vous ne comprenez pas comment vos clients pensent, c'est quoi leur croyance, eh ben, vous n'allez pas pouvoir démonter les autres. Parce que vous ne saurez pas qu'en fait, eux, ils veulent un t-shirt pour anti-transpirer, parce que ils sentent, parce que c'est à propos de l'odeur. Et vous pensez que c'est juste pour ne pas être gêné par la transpiration. Donc c'est très important de connaître son client pour pouvoir justement après démonter et vendre votre produit. Et après, vous pouvez créer un meilleur pic émotionnel, c'est-à-dire vous pouvez vous aligner par rapport à ce qu'ils veulent, par rapport à leur identité, leurs croyances, ou simplement avoir une pub tellement forte qu'ils ont envie d'acheter après avoir vu votre pub, ou prouver votre supériorité. Ok, ben vous êtes le t-shirt qui permet de ne pas transpirer, vous êtes utilisé par des athlètes, vous travaillez avec Adidas, etc. Vous êtes supérieur par rapport à ça. Donc après, il y a plein de stratégies. Mais plus vous allez venir appliquer de stratégies, plus ça va venir marcher. Après, on monte d'un niveau. Donc là, à nouveau, plus on monte de niveau, plus ça va être difficile en termes de marketing, mais plus vous allez pouvoir faire tomber beaucoup de fruits, plus vous allez pouvoir faire beaucoup d'argent. Donc là, votre prospect, il sait qu'il a un problème, il connaît plusieurs solutions. Donc il sait qu'il transpire, il ne sait pas encore s'il a besoin d'un... J'ai pris un mauvais exemple, je vais trouver un autre produit parce que... Il sait qu'il transpire, il a besoin d'un déodorant, il ne sait pas encore que les t-shirts existent. Et vous, votre rôle, en fait, c'est de lui montrer que votre solution, c'est la meilleure pour lui maintenant. Donc c'est assez similaire par rapport au Product Aware, sauf que là, il va falloir se combattre contre toutes les solutions possibles pour votre problème. Donc là, à nouveau, il faut discréditer les autres solutions. Parce que si vous arrivez avec vos t-shirts et qu'ils se disent « Ok, un t-shirt, alors que moi j'ai l'habitude d'un déo, ça ne va pas marcher. » Donc là, il faut déjà discréditer les autres solutions, lui expliquer que vous le comprenez et que pour lui maintenant la meilleure solution c'est ça. Et puis après, vous allez remettre tous les arguments marketing, une unique mécanisation de la solution, votre offre, etc. L'autorité aussi comme avant. Vous êtes un t-shirt qui travaille avec Nike, donc ça peut déjà vous placer à même hauteur que les autres déodorants. C'est pour ça que nous, dans nos créatives, on aime bien avoir le maximum de leviers psychologiques pour maximiser nos chances. C'est-à-dire on aime bien toujours mettre de l'autorité, quel qu'il soit. C'est-à-dire si vous êtes dans une niche de la santé, c'est tout ce qui va être docteur. Si vous êtes dans une niche cosmétique, ça va être tout ce qui est dermatologue. Si vous êtes dans d'autres niches, ça peut être d'autres figures d'autorité dans la niche. Donc simplement regarder dans la niche, c'est qui que les gens admirent. Et il y a toujours une figure d'autorité, puis de l'incorporer d'une manière subtile dans l'ADS. On verra ensuite comment. Là, un exemple qui marche bien pour la solution Aware, c'est de se dire, ok, la plupart de personnes qui veulent transpirer, ils utilisent un déo. Le problème avec le déo, c'est que ça va venir peut-être avoir un impact pour la santé. Là, on va venir appuyer sur le problème. Parce que dans notre analyse marketing, on a vu que notre t-shirt, il pourrait fitter pour tous ceux qui veulent une solution naturelle. Ils ont essayé déjà des déodorants naturels, mais ça ne marchait pas bien pour leur problème parce que ça ne permettait pas de bien empêcher la transpiration. Donc on va dire, ok, la plupart des personnes qui veulent justement arrêter de transpirer, ils utilisent des déos. Et le problème avec les déos, c'est que ça impacte la santé. Et si on veut une méthode naturelle, les déos naturels ne marchent pas vraiment. Et ça signifie que finalement, ça apporte plus de frustration parce que soit on transpire avec des produits pas naturels, soit on utilise des produits naturels mais qui ne permettent pas de transpirer. Puis après, on peut introduire notre solution. Mais il faut comprendre le prospect en fait. Il faut le comprendre mieux que lui se connaisse. Donc ça, c'est vraiment très important. Et après, on a un problème aware. Donc là, il sait qu'il a un problème. Son problème est important. Ça le dérange, mais il ne sait pas encore qu'est-ce qui existe comme solution. Des fois, il ne sait même pas qu'il y a une solution. On ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être un problème de genou et toute leur vie, et ils vont se dire « Ouais, mais parce que j'ai un problème de genou. » Ou « J'ai du diabète et voilà, il n'y a pas de solution. » Donc là, c'est pour ça que
Il y a encore plusieurs stages de conscience dans le problème. Ça, peu le savent, mais il y a plusieurs stages. Donc il y a ceux qui savent qu'ils ont un problème, mais qu'il faut leur montrer déjà les solutions. Il y a ceux, comme je vous ai dit, qui ont un problème, mais ils ne savent pas qu'il y a des solutions encore. Il y a plusieurs stages, mais là on va être assez vague. Donc pour gagner là-dedans, il faut faire le lien entre son problème et votre produit. C'est-à-dire il va falloir lui montrer son problème, il va falloir déjà le nommer. Ok, ben vous avez un problème de genou, c'est parce que vous avez comment on dit en français, vous avez de l'arthrite. Ok, lui il ne sait pas qu'il a de l'arthrite. Vous êtes comme le docteur, vous allez lui dire qu'il a de l'arthrite et du coup l'arthrite ça mange son cartilage, ce qui fait que tous les jours quand il descend les escaliers il a mal, ce qui fait qu'il a des inflammations, ce qui fait qu'il peut essayer des bandes mais ça ne soulage pas parce que là on mécanise son problème, parce que la root cause de son problème c'est qu'il a de l'arthrite, il n'a plus de cartilage entre ses os. Donc ça c'est comment juste parler de son problème, très bien connaître son problème, mieux que lui il le sait. En fait vous devez quasiment l'éduquer. Puis après vous appuyez sur les douleurs, vous lui montrez à quel point ça l'impacte son problème, à quel point émotionnellement ça le touche, plus que lui, en fait lui il le sait inconsciemment, puis vous allez venir lui ouvrir les yeux. Donc vous allez lui montrer, ok, ton problème de genou, ça t'empêche de passer des moments avec des petits-enfants que peut-être tu pourras jamais rattraper. Donc rien que dire ça, par exemple, lui ça va lui dire, oh, putain, voilà, vous appuyez vraiment sur son problème de plein de manières qui existent, puis après vous introduisez votre solution comme inévitable. C'est-à-dire, si vous mécanisez bien son problème, vous lui dites que la root cause, c'est-à-dire la source principale, c'est de l'arthrite, et de l'arthrite, ça ne soulage pas avec des bandes, ça ne va pas venir régénérer son cartilage. Vous allez venir en fait faire un terrain favorable à mettre votre produit, si vous avez une bonne mécanisation de votre produit. Donc là, vous allez venir introduire votre solution qui est un masseur par exemple pour le genou, qui permet de restaurer le cartilage. Mais en marketing, l'unique mécanisation du problème et l'unique mécanisation de la solution est très très importante. C'est-à-dire qu'il faut bien travailler là-dessus. On a de la chance avec ChatGPT, avec toute la data qu'on peut avoir, à avoir des trucs très précis maintenant et à bien construire ça. Mais c'est vraiment un truc à savoir. C'est-à-dire comment vous mécanisez votre problème, comment vous mécanisez votre solution. Et vous devez avoir les deux qui matchent. Et puis ensuite, on a le unaware, donc là, très difficile, parce qu'il va falloir descendre toute la pyramide ensuite. Donc là, il ne sait même pas qu'il a un problème, il a juste un symptôme. Donc il a de la peine à marcher et il ne sait pas qu'en fait, il a mal au genou. Mais j'exagère, mais voilà, c'est très très loin. Donc là, ça va devenir très difficile de rien que captiver l'attention, parce que ça va être ultra large. Donc ça, pour ça, le meilleur des moyens, c'est avoir des VSL. Et il faut éduquer et sensibiliser subtilement. C'est-à-dire il faut essayer d'être assez large. Il faut être très bon marketingement parce que vous aurez tout un funnel à tenir au niveau du marketing. Et il faut être très bon pour garder l'attention. Parce que plus vous avez de choses à dire, plus il faut garder l'attention dedans. Surtout que le temps d'attention, comme on l'a vu avant, se réduit. Donc là, il faut être assez vague. Donc là, par exemple, pour du unaware, pour être honnête, nous, on réussit mieux sur l'étage en dessous. On arrive aussi sur certains là, mais qu'avec des VSL. Et il faut être vraiment vague. Par exemple, pour un problème de genou, on dirait par exemple, qu'est-ce qui tue le plus chaque année? Qu'est-ce qui tue le plus chaque année les personnes de 40 ans? Ok, là, on va toucher toutes les personnes de 40 ans. Et ok, si vous avez des symptômes tels que de la peine à marcher, vous dépendez des autres, peut-être c'est que vous avez un problème de genou. Ok, peut-être c'est si, ça. Mais il faut être plus large au début. C'est pour ça que, comme on l'a vu avant, comme je l'ai dit, je le répète, le hook est ultra important. Parce qu'en fait, le hook va venir conduire sur votre vidéo. Et si vous avez un mauvais hook, vous allez en fait ne pas attirer toute une sorte d'audience. Ou si vous avez un bon hook, vous pouvez attirer toute une bonne audience. C'est pour ça qu'il faut être très bon en hook et bien travailler son hook, ses leads, etc. Et puis, comme je l'ai dit, après, il faut passer sur toutes les phases précédentes. Le but, c'est pas juste lui dire voilà, qu'il a un problème, de faire conscientiser le problème. Après, il faut mécaniser la solution, le problème, discréditer les autres, etc. Parce que si vous ne faites pas tout ça dans l'ordre, vous allez pouvoir convaincre des gens, leur faire passer dans les différents stages, et à la fin, qu'ils achètent un autre produit. Donc c'est pour ça qu'en direct response, nous on veut un achat au day one pour pas qu'il aille acheter chez les autres. Mais si vous êtes bon, c'est ce que vous allez pouvoir faire. Donc en pratique, ça donne quoi dans votre process de créa? C'est d'avoir des ads
qui sont préparés pour convertir pour les différents stages du prospect, les stages de conscience. C'est-à-dire il va avoir des ads qui vont venir toucher des gens qui sont prêts à acheter pour l'offre, souvent comme des images, ou il faut avoir des ads un peu plus construites qui vont pouvoir toucher les différents niveaux de la pyramide. Donc travailler vos hooks et vos leads doivent être ultra importants. Si vous avez une ad, un script qui marche bien, essayez de venir ajouter quelques couches pour toucher plus d'audience. Et là, peut-être, ça va être votre meilleure ad. Nous, souvent pour des ads courtes qui durent 60 secondes, c'est ça, c'est qu'on avait une première ad qui marchait bien, on s'est dit ok, et si dedans on venait mettre un peu plus d'autorité, et si dedans on venait parler du problème en premier, et bien là en fait on avait un truc beaucoup plus scalable parce que les autres n'avaient pas fait cet effort-là. Mais c'est un peu plus difficile parce qu'il faut avoir les bons arguments d'entrée. Et tester différents concepts aussi importants. Donc comme j'ai dit, les images vont venir targeter beaucoup ceux qui ont déjà conscience du problème, mais pas que. Par exemple, une image qui montre un problème, ça peu de personnes le font, mais nous on le fait, ça marche bien par exemple sur les produits santé. C'est que vous montrez juste le problème, et ben vous allez pouvoir toucher tous ceux qui sont conscients de leur problème. Puis après derrière, si vous avez un advertorial ou un funnel bien construit, vous allez pouvoir toucher des acheteurs parce qu'en fait, il y aura peu de compétition là-dessus. C'est pour ça que variez vraiment vos concepts, variez vraiment vos formats de créatifs, parce que vous allez pouvoir être surpris des fois de contenus qui sont peut-être simples à faire et qui vous rapportent beaucoup. Et les VSL sont un must, donc c'est assez complexe, mais maintenant avec ChatGPT, en ayant un bon copywriter, on peut construire des VSL pas assez facilement, mais si vous vous formez assez rapidement, en 1 ou 2 mois, vous pouvez apprendre les compétences pour avoir des bonnes VSL. C'est vraiment un must parce que là, vous pouvez toucher toute la pyramide en un coup. Et les grosses marques US, ils font que ça, c'est-à-dire que des VSL, et ils font des chiffres astronomiques, du 50M par mois juste avec ça, par année, pardon, juste avec ça. Là, j'ai mis juste 2 exemples de niveau de conscience, en problem aware ou product aware, et quel bloc marketing on met dans l'ordre pour toucher cette audience. Par exemple, là, on a un product aware, un problem aware, où c'est que on va d'abord lui mettre dans un hook 3 raisons pourquoi son problème arrive. Ensuite, on va l'éduquer. Donc là, sur les chiens, ils ont un sens de l'odorat très développé. On va venir discréditer les autres solutions. On va venir introduire la solution. On va venir mettre de la bulle de la hype, c'est-à-dire ce déodorant devient viral. Pourquoi? On va montrer pourquoi ça fonctionne. Donc ça, en gros, c'est mécaniser un peu la solution. On va appuyer, on va lui montrer qu'est-ce qui va se passer s'il n'utilise pas ça. Ça, souvent, ça se fait en VSL, c'est-à-dire on convainc, puis à la fin, on leur laisse pas de choix. Ok, si vous décidez de pas acheter, voilà ce qui pourrait se passer. Après, testimonial, social proof, call to action. Donc, vous voyez que pour les différents stages de conscience, il y a différents blocs marketing qui doivent être mis dans différents ordres. Il n'y a pas des ordres précis, mais dans l'ensemble, ça se rapproche tout le temps. Ça vaut pas trop le coup de mettre discrédit tout à la fin, parce que c'est les premières choses qui vont se poser. Normalement, en créative et même en marketing en général, il va falloir être en timing avec votre acheteur. C'est-à-dire que votre acheteur, il va arriver sur votre site et il va avoir des désirs. C'est-à-dire qu'il va se dire des choses dans l'ordre. Le premier truc qu'il va se dire, ok, est-ce que j'ai confiance sur ce site? Et ensuite, il va avoir son désir. Ok, c'est bien le produit que je veux. Et puis ensuite, il aura des objections. Et votre but, c'est de l'accompagner en fait dans sa réflexion. Si vous arrivez direct avec un site qui ne look pas pro et que vous débloquez direct les objections, ça n'aura pas de sens pour lui. Parce que lui, en premier, ce qu'il veut, c'est d'avoir confiance. Et dans les créatifs, c'est pareil. Si là, vous êtes ultra bon, mais vous n'êtes pas dans l'ordre de ce qu'il veut, ça ne va pas marcher. C'est pour ça que l'ordre est très important. Et l'ordre se teste ensuite dans les créatives. C'est-à-dire quand vous avez une bonne créative, vous devez regarder, ok, est-ce que de manière logique, je ne placerai pas peut-être mon social proof plus bas? Parce que peut-être avant ce qu'il veut, c'est déjà avoir confiance, c'est déjà avoir une preuve d'autorité, c'est déjà de comprendre que le produit marche. Puis ensuite seulement avoir le social proof. Ou des fois, tester de mettre le social proof direct sur un autre stage de conscience. Parce que le prospect connaît déjà, il a besoin peut-être de voir plus de personnes qui utilisent le produit. Et là, on est sur un product aware, c'est que là, on va mettre le hook, la solution directe et construire du trust. Ok, pourquoi nous? On a 2 études qui le prouvent.
que ça peut skyrocketer votre métabolisme. Et je vous enverrai les exemples, j'avais mis les exemples, on ne le voit pas sur le Canva. Ensuite, comment le call to action, ça se fait de mettre plusieurs call to action dans une créa. Peu de personnes le font, mais ça marche très bien. Ça marche aussi très bien sur les pages produits. En fait, plus on incite les gens, plus ça va venir marcher. Après, il faut toujours doser. Si vous mettez des call to action partout, ça va faire spam. Mais en règle générale, deux call to action, on le fait beaucoup. Avec un call to action subtil et puis un autre call to action à la fin. Mais ça se teste. Ce qu'il faut, c'est avoir des standards. Ok, vos premières créatives, vous testez sur ces standards-là. Et puis ensuite, vous venez tester un autre call to action, etc. Mais vous ne faites pas trop de tests à la fois.